Max. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. J'habite à côté, donc j'allais pas refuser. Bonne excuse. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de l'apparition chez Grasset d'un livre assez iconoclaste, Apnée, ou le récit d'une plongée subaquatique rapportée en alexandrin dans l'histoire du XXe siècle, dans ce qu'il eut de plus trouble, mais aussi de plus beau à vos yeux. Aux côtés de votre fiancé Emmanuel, vous y croisez Sacha Guitry, James Dean, le King Elvis, Sartre ou encore le tennisman Björn Borg, mais aussi Mao, les capos nazis, Khomeini et Solzhenitsyn. Il y a le mois que seule la poésie pouvait rendre compte de cette histoire en eau trouble. Vous avez bien fait de dire iconoclaste, parce que précisément la littérature s'oppose à l'image. Et les écrivains ne sont effectivement pas là pour essayer de dresser des tableaux, mais pour répandre une phrase, une parole, et non pas un discours. Et c'est pourquoi je crois effectivement que la puissance du mot et de la phrase permettent, comme aucun autre support au monde, de dire le réel. En utilisant évidemment souvent la fiction, puisque l'exactitude c'est un problème universitaire, alors que la vérité c'est un problème littéraire. Pourquoi avoir choisi ce titre apnée qui en général fait référence à un arrêt volontaire de la respiration, apnée qui peut néanmoins être mortelle, et pourquoi avoir choisi la mer comme poste d'observation des événements? Parce que le livre se passe intégralement sous l'eau, donc en apnée, puisque vous savez très bien, si vous avez déjà tenté l'expérience, c'est vrai qu'on ne peut pas, l'être humain ne peut pas respirer sous l'eau, ça ne vous a pas échappé. Pas très longtemps. Et je crois aussi, et c'est très bien que vous rappeliez la définition du mot apnée, c'est que pour supporter le XXe siècle, il faut bloquer sa respiration, parce que c'est un siècle, maintenant qu'on a du recul pour l'étudier, qui a été hautement, grandement et atrocement irrespirable. C'est un siècle dans lequel il s'est passé des événements qui nous ont coupé le souffle et qui nous ont coupé la respiration pour longtemps, et qui nous asphyxient d'une certaine manière encore. Yann Moix, vous entrez dans la mer de l'histoire avec la guerre de 14-18. Dans ces eaux agitées, on y croise très vite la tête de Péguy, puis le maréchal Foch, mais aussi des soldats anonymes. Dans quelle mesure la Première Guerre mondiale, par sa brutalité, a déterminé, selon vous, la suite du siècle? Est-ce qu'on peut en parler comme une sorte de laboratoire des violences de masse qui suivront? Non, je crois que la première guerre de masse, c'est la guerre de 1870, mais la paresse intellectuelle des commentateurs, pas la vôtre, hein, mon cher Steve, je m'empresse de le dire, mais de la majorité des commentateurs, même parfois des historiens, je dois dire, fait qu'on oublie la guerre de 1870 qui a été la répétition générale en fait de 1914. Et on parle souvent du court XXe siècle. Oui, mais moi, je suis favorable au long XXe siècle. C'est-à-dire que je pense que le XXe siècle, c'est 1870-2001. J'arrêterai le XXe siècle probablement au 11 septembre. On peut évidemment aller encore plus loin. Si vous voulez, on pourrait considérer que le XXe siècle, c'est 1870 et 7 octobre 2024. Ça me paraît aussi une définition possible de faire commencer le XXIe siècle au moment où se passe un événement qui, à mon avis, est aussi important que ce qui s'est passé au milieu du XXe siècle. Donc peut-être qu'on peut considérer que 1870-2024 est le très long XXe siècle. Pourquoi un siècle qui n'en finit pas. Ce serait une étape charnière? Oui, c'est une étape charnière parce que c'est la première fois, d'une certaine façon, qu'il y a un pogrom, non pas à l'échelle d'un pays, mais un pogrom géographique. C'est-à-dire que le pays est victime d'un pogrom. Je m'explique. Il est victime d'un pogrom comme si ce pays était un individu. C'est-à-dire que, oui, on est déjà dans le sujet. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est passé quelque chose d'absolument inouï. On a l'impression depuis le 7 octobre que un juif est égal à un Israélien. Et donc que tout juif est membre de cet État qu'on appelle Israël, et que l'État d'Israël est lui-même une sorte de juif individuel, une sorte de juif géant, de méta-juif, une sorte de golem juif si vous voulez. Et donc on a l'impression que tous les juifs de la planète sont des extractions moléculaires d'un État qui est l'État d'Israël. Et donc, ce qu'on faisait subir aux individus au XXe siècle, pour la première fois, on le fait subir à un pays tout entier, comme si ce pays était un individu. Et donc, c'est pourquoi on passe, d'une certaine façon, d'un massacre de masse, où on massacrait des individus, à un massacre unique, où on ne massacre pas des individus, mais on massacre un État dans lequel se trouvent des individus. Et tout ceci alors que... C'est un glissement qui n'est pas sémantique, mais qui est géopolitique. Tout ceci alors que la création de l'État d'Israël, Yann Moix, devait normaliser justement la condition juive. Non, alors on peut très bien, moi c'est un débat que je suis, qui me passionne intellectuellement. On peut se demander, ma réponse je la connais, hein,
elle est favorable à la création de l'État d'Israël. Mais je crois qu'il est tout à fait honorable de se poser la question de savoir, était-ce une bonne idée de créer l'État d'Israël ? Après tout, on peut très bien défendre la thèse. Ce n'est pas la mienne, mon cher Steve, mais j'aime bien ce débat. Est-ce que la destinée juive avait besoin d'une géographie ? Ou est-ce qu'il fallait rester dans la temporalité ? Est-ce que la destinée juive était faite pour qu'une entité politique, finalement, non pas la raisonne, mais la raisonne ? Est-ce que la destinée juive était compatible avec une possibilité de fin de diaspora ? C'est des questions intellectuellement passionnantes. Ça existait d'ailleurs dans le mouvement sioniste juif dans les bien sûr. avant la création de l'État d'Israël. Bien sûr, mais je crois que ça existe toujours, y compris dans la communauté juive où j'ai la chance d'avoir un certain nombre d'amis avec qui on discute, et parfois je me retrouve être le tenant le plus viscéral de l'existence de l'État d'Israël, mais c'est pas un acquis pour tout le monde. Il faut peut-être aussi le rappeler à vos auditeurs. C'est une vraie question métaphysique qui donne le vertige. Est-ce que quelque chose a été abîmé ou pas dans la destinée juive avec la création de l'État d'Israël ? Moi, je crois au contraire que l'État d'Israël a permis aux Juifs d'avoir un destin qui ne soit plus un destin émietté dans le temps, mais qui puisse être un destin ramassé dans l'espace. Et que c'est juste un juste retour des choses, et que la spatialisation de la judéité et du judaïsme puisse donner aux Juifs la possibilité d'avoir une terre qui n'est pas simplement une terre géographique, mais une terre mystique et de pensée. On y reviendra tout à l'heure. Dans un autre chapitre consacré à cette fois Hiroshima, vous braquez votre regard, Yann Mox, sur la responsabilité d'Albert Einstein. Doit-on considérer que le dormeur sur un doigt, l'index de sa main gauche, de l'encre que lèche l'eau, est responsable d'avoir conçu la mèche qui mit le feu aux poudres ? Question que vous laissez en suspens. Vous êtes inquiet aujourd'hui de certains progrès scientifiques exceptionnels et de l'avancée sans limite, semble-t-il, de l'IA, en particulier l'IA générative. Alors, la chose qui est intéressante, c'est qu'à chaque fois que la science était capable de faire quelque chose, elle l'a fait. Il ne faut pas s'imaginer... elle l'a fait. Même si elle a fait de la rétention de cette chose-là, elle a quand même fini par le faire. La bombe atomique en est un exemple. La vraie question philosophique est de savoir si Einstein n'avait pas trouvé la fameuse formule E égale MC2, sachant qu'il n'est pas le seul, il y a Oppenheimer, etc. Est-ce que quelqu'un l'aurait trouvé à sa place ? Il y a finalement deux grandes familles de génies. Ça vaut aussi en art et en littérature. Il y a ceux dont on peut penser que leur roman, par exemple, aurait pu être écrit par un autre, Tolstoï, Guerre et Paix, et ceux dont on se dit qu'aucun de leurs romans n'aurait pu être écrit par quelqu'un d'autre. Exemple, Dostoïevski. Possiblement, on peut se poser la question en science. Est-ce que il y a certaines théories physiques, même certains théorèmes mathématiques, qui auraient pu être sans doute démontrés par d'autres que ceux qui l'ont démontré ? La question d'Einstein est fascinante. Est-ce que quelqu'un aurait trouvé la fameuse formule ? Ma réponse, je crois que c'est oui. Parce qu'il faut savoir qu'Einstein travaillait quand même dans une sorte de... Les gens ne sont pas isolés tout seuls chez eux, dans une sorte de contexte où beaucoup de scientifiques travaillaient sur ces questions-là. Et on sait notamment qu'un certain nombre de ces problématiques avaient été envisagées bien avant lui par Poincaré, par exemple, par le mathématicien Henri Poincaré. Donc je crois que les chercheurs en mathématiques et en physique travaillent dans un contexte qui fait que E égale MC2 aurait sans doute été trouvé tôt ou tard. Ce qui n'est pas forcément le cas de toute la théorie d'Einstein. Mais en fait, la formule en elle-même, là, elle découle de la théorie de la relativité générale. Mais peut-être qu'on aurait trouvé cette formule-là à partir d'une autre théorie d'expérimentation, par exemple. Et donc ça relativise grandement sa responsabilité dans les choix politiques. Ça relativise sa responsabilité. Mais je crois, par exemple, par rapport à l'intelligence artificielle, il y a une sorte... J'ai une sorte de prémonition. Je pense que l'intelligence artificielle pourra réfléchir, c'est-à-dire qu'en termes de quotient intellectuel, nous ne sommes plus l'espèce prépondérante sur la Terre. Maintenant, nous sommes la deuxième espèce à réflexion et à intelligence sur la Terre, après l'intelligence artificielle. Mais, et c'est là que c'est très important, pour la pensée, on sera toujours la première espèce, parce que la pensée, c'est pas la réflexion. Tout à l'heure, j'entendais un rabbin s'exprimer avec beaucoup de brio sur votre antenne. Voilà, vous imaginez bien que la pensée juive, les midrash, enfin les midrashim, tout ce qui est de l'ordre de la Gemara, etc., les interprétations sont quand même plus de la pensée que des raisonnements mathématiques. Et donc je crois que pour une raison simple, qui est que l'intelligence artificielle n'aura pas accès à la sensation du temps qui s'écoule, c'est-à-dire la vie ou la mort, l'intelligence artificielle qui va nous dépasser de manière spectaculaire au point de vue quotient intellectuel ne peut pas nous dépasser en termes de pensée, puisque la pensée humaine est là pour, d'une certaine manière,
se prémunir contre la mort, soit en l'espérant, soit en essayant d'en dévorer le mystère, soit en essayant de s'en inquiéter le plus possible ou le moins possible. Mais finalement, même le judaïsme, hein, c'est un rapport à Dieu, et Dieu est un rapport à la mort. La grande question du judaïsme, c'est est-ce qu'on est mieux ici, maintenant, ou après, là-bas? Et donc, forcément, la temporalité pour l'être humain, c'est ce qui reste au centre de tout. Tant que le temps existera, alors nous aurons toujours une longueur d'avance en termes de pensée sur l'intelligence artificielle, même si en termes de réflexion, nous sommes déjà perdus et largués. Vous écrivez également dans Apnée sur la Shoah, sur les camps de la mort, ce morceau d'océan où les nazis font et refont sans cesse la loi. On a commémoré lundi le 80e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz. Le même jour, un rapport de l'Agence juive et de l'Organisation sioniste mondiale indiquait que l'année 2024 apparaissait comme une année record en termes d'actes antisémites. Vous en tirez quelle conclusion, Yann Moix? Que la haine ne s'éteint véritablement jamais, que les leçons de l'histoire ne sont pas retenues très longtemps? D'abord, je suis assez réservé sur la commémoration que j'ai vue. Bien sûr, il y a eu des moments d'une grande dignité, d'une très grande émotion, avec la présence des victimes qui seront peut-être les dernières qu'on verra, puisque le 90e anniversaire risque de fabriquer des absents. Mais il y a quelque chose qui reste en moi d'amer, si vous voulez, mon cher Steve, c'est que cette commémoration, c'est juste une commémoration. Et ce que je n'aime pas dans les commémorations, c'est qu'on a l'impression qu'en célébrant une date, finalement, on occulte sa gravité, son importance et sa violence. Pour moi, la meilleure manière de commémorer la Shoah, ce n'est pas de le faire tous les 10 ans, c'est de le faire tous les jours dans les salles de classe. C'est de rendre obligatoire l'enseignement de la Shoah, car, comme toutes les dates historiques, j'ai grand peur que celle-ci s'efface et que si nous n'avons pas un arsenal scolaire, universitaire, littéraire, philosophique pour l'enseigner, et je vais même vous dire une chose, pour l'enseigner de force, de manière obligatoire dès la petite enfance, eh bien, toutes les commémorations, malheureusement, tourneront à vide parce que, imaginez un jeune élève qui n'en a jamais... Comment ça le faire en CM2, puis en 3e, puis en terminale? Quand on peut le faire, ce qui n'est pas toujours le cas. Imaginez le nombre d'enfants et d'adolescents qui ont allumé leur télévision et qui ont vu cette commémoration. Ils ont juste vu des gens âgés sur des chaises avec les larmes aux yeux et les yeux rougis. Mais ça n'a aucun sens si ce n'est pas greffé sur l'enseignement qui va avec. Pour marcher, il faut 2 jambes. Et là, j'ai l'impression, si vous voulez, que c'est une commémoration extrêmement digne, importante, mais qui m'a laissé un goût amer parce que je sais qu'elle n'est pas accompagnée de tout l'arsenal, pédagogique qui devrait aller de pair avec elle. Après quelques pages sur la grâce de Nureyev dansant et dont le moindre geste paraît nouveau, vient Munich 72, les Jeux Olympiques marqués par l'assassinat de 11 athlètes israéliens. Un film sur le sujet intitulé 5 septembre sortira d'ailleurs tout prochainement au cinéma. La haine de ceux qui, comme cet homme cagoulé, Yann Moix, conçoit l'État d'Israël comme une chimère, comme une lubie, une entité éphémère. De cette haine-là, peut-on guérir? Alors je crois que la haine antisémite on ne trouvera jamais de vaccin, pour une raison malheureuse qui est la suivante, c'est que c'est très important. Il y a une grande différence entre le racisme et l'antisémitisme. Le racisme, c'est la haine de l'autre. L'antisémitisme, c'est la haine de soi. Comme il est trop difficile de se haïr soi-même, on a inventé un court-circuit, on a inventé quelque chose qui nous remplace au moment où on allait se détester devant le miroir. Je dis on, je me sens heureusement pas concerné, mais comme on ne peut pas se regarder dans la glace et se haïr soi-même, on a inventé de toute pièce quelqu'un à haïr, et ce quelqu'un-là, c'est le juif. Pourquoi? D'abord parce qu'il a longtemps été innocent, et on aime détester les innocents. Ensuite parce qu'il était inoffensif, or comme disait Nietzsche, la faiblesse attise la haine. Et enfin parce que il y a quelque chose dans le vice du cerveau humain, c'est une pulsion de mort qui nous fait toujours haïr ceux qui nous font un cadeau. Or les juifs ont fait un cadeau à l'humanité, c'est la loi. Et c'est un peu de la confiture donnée au cochon. Mais en tout cas, les Juifs ont apporté la loi. Et ce que payent les Juifs tous les jours, c'est de nous avoir fait ce cadeau. Et je crois que la haine du Juif est une sorte de court-circuit qui fait que l'être humain, ne pouvant pas s'avouer à lui-même à quel point il est détestable à ses propres yeux, il a inventé cette manière de s'affronter par le truchement de quelqu'un d'autre, les Juifs. Un dernier mot sur Khomeini.
le fondateur de la République islamique. Le mal à l'état pur, écrivez-vous, Yann Moix, qui d'un seul geste, un seul geste de lui pourrait mettre le feu à toutes les eaux de l'océan. C'est page 160. Ça serait encore plus le cas si l'Iran devenait une puissance nucléaire? L'Iran deviendra une puissance nucléaire. Je ne crois pas, si vous voulez, pour connaître un peu ce pays, qu'il y ait une obsession antisémite des Iraniens envers Israël. Il y a une obsession antisémite de ceux qui dirigent l'Iran aujourd'hui envers Israël. Mais la population iranienne a toujours vécu en bonne intelligence avec les Juifs. Vous savez que les Juifs en Iran se sont toujours bien mélangés, mêlés à la population iranienne. Et je crois que lorsqu'on fera sauter ce régime inique, la solution, une partie de la réponse, en tout cas, une partie de la solution aura été trouvée entre Israël et l'Iran. L'Iran est un pays qui est pris en otage par des satrapes, comme beaucoup de pays. Mais en tout cas, il n'y a pas dans l'histoire iranienne une sorte de vice de forme qui voudrait que les Juifs soient haïs jusqu'à la nuit des temps. C'est une construction essentiellement mise en avant depuis 1979. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Steve de votre invitation. Nous présenter votre nouveau livre Apnée, c'est publié aux éditions Grasset. À très bientôt sur À bientôt.